Dans cette troisième vidéo, nous allons voir les plans pour les montages de chimie pour l'agrégé interne de physique-chimie. Cette partie me tient particulièrement à cœur car c'est sur cette épreuve que j'ai obtenu 18 sur 20 au montage de chimie sur les mélanges binaires. L'objectif de ces plans n'est pas d'être utilisés tels quels, mais de vous fournir une base de travail pour construire les vôtres. Ils me semblent globalement adaptés, mais ils peuvent comporter des erreurs ou des points à améliorer. Il y a 7 livres de référence qui seront le plus souvent utilisés. La chimie expérimentale de Le Maréchal, la chimie organique expérimentale de Blanchard, expérience de la famille redox et acide-base du Cachot, 100 manipulations de chimie de Mesplède. Ces livres sont généralement faciles à trouver en bibliothèque universitaire. Donc premier montage, séparation. Donc là pour l'intro, il y a la carte mentale de la leçon, mais ça c'est pas du tout à mettre dans le montage. C'est juste pour me remettre les idées en tête avant de faire mes leçons. Donc ça c'est juste pour la remise en mémoire. Donc quand vous faites une intro, surtout ne pas utiliser la carte mentale qu'on a faite en leçon. Ça c'est vraiment juste pour se remettre les choses en tête. Il faut que ce soit très court une intro pour les manipulations. Donc, dans un premier temps, pour séparation, donc je pensais au raffinage électrolytique du cuivre. Pourquoi? On le retrouve dans plusieurs montages. L'intérêt, comme je dit pour les leçons, c'est la même chose ici pour les montages. Si on a une expérience qui peut servir dans plusieurs montages, c'est super. Hein. Franchement, prenez-les. Celle-ci, j'aime bien la mettre. Donc, l'idée, c'est quoi? Donc, c'est la purification d'une électrode de cuivre. Voilà, on va séparer le cuivre de ses impuretés. Donc, le but, c'est de souiller volontairement une plaque de cuivre dans du nitrate d'argent. Et ensuite, on va faire une électrolyse. On a la durée, on a la tension, on a l'intensité. Et ensuite, on va faire un petit calcul pour retrouver la variation de masse. C'est-à-dire qu'on pèse la plaque avant, pèse après. Donc celle qui est détruite, on a une perte de masse, donc la première. Et la deuxième, un gain de masse. Normalement, on devrait avoir la même chose. Donc si on n'a pas la même chose, des fois c'est qu'il y a une partie des impuretés qui finit dans le bécher et qu'il y a aussi les incertitudes liées à la balance, tout simplement. Voilà. Dans ce que j'avais noté, c'était assez difficile de stabiliser l'intensité. C'est-à-dire vous avez des générateurs d'intensité stable, mais c'est assez difficile. Le seul problème, c'est que pendant toute la durée de l'expérience, il faut que cette intensité reste stable, sinon les calculs ne seront pas bons. Donc voilà, donc on va faire un petit travail autour de ça. Et ce qui est intéressant derrière, c'est de faire un petit travail Python Z-score. Alors, est-ce que je l'ai en détail ici? Ouais, je l'ai là en détail. Donc je vais vous le montrer. Donc les Python Z-score, c'est important. Pourquoi? Parce que j'essaie d'en mettre un dans chaque montage. Donc quelque chose qui peut être utilisé dans tous les montages, autant le maîtriser. J'ai fait une vidéo d'une quinzaine de minutes qui explique comment faire soi-même son propre Python Z-score. Je vous montrerai, vous irez voir ça en détail. Alors pour celui-ci, comme c'est le premier, je vais l'expliquer un petit peu plus et après les autres, ça ira. Donc l'intérêt du Python Z-score, c'est de mettre toutes les données ici. Donc là d'abord les bibliothèques. Ensuite toutes les données, donc il y a des données exactes et des données avec des marges d'erreur. Donc là par exemple j'ai mis un temps à 10 secondes près. Alors peut-être que c'est un peu moins, hein. Là j'ai peut-être exagéré 10 secondes près. Donc ça c'est le temps et la marge d'erreur. Ici c'est l'intensité par exemple qui était de 62 mA, 72 mA et donc on avait une marge d'erreur de 2 mA. Voilà par exemple. Donc ça c'est les grandeurs avec la source d'erreur et donc ce qui va être important c'est de créer une 100 000 valeurs aléatoires et le calcul qu'on va faire ça va être une valeur aléatoire de I fois une valeur aléatoire de T divisé donc par la masse molaire
et 2 fois la constante de Faraday. Voilà, et ensuite on va remplir une liste, et derrière on va faire des études statistiques, donc d'abord une moyenne, et ensuite l'écart type qui va correspondre à notre incertitude type. Et ensuite ici, on va avoir un calcul de z-score. Ici, donc vous avez tout. Donc là, on a la masse théorique obtenue à partir de la moyenne. Ici, l'incertitude associée. Et ici, l'écart normalisé. Donc, c'est-à-dire le z-score. Je zoome un peu. Voilà. Et les z-scores, généralement, si on est inférieur à 2, c'est cohérent. Et donc là, vous avez un beau pic où on a bien une valeur centrée autour de 8,52 x 10.2. On y est bien là. Donc voilà pour ce petit Python. Ça serait bien de... Alors comme j'ai dit, il faut savoir le faire par cœur et l'adapter à tout, quoi. C'est trop important pour pas le faire. Donc voilà pour la première partie. Ensuite, alors, lui, pour moi, c'est le plus important de tous. S'il y en a un à savoir faire de tous, c'est celui-là. Estérification sur Dean Stark. On verra plus tard. On verra plus tard dans le montage neuf. Pourquoi on le verra plus tard dans le montage neuf? Parce qu'en fait, c'est celui que j'ai présenté à Paris, le montage neuf. Et du coup, comme j'ai toutes les questions qui vont avec, celui-là, on va le faire vraiment, on va passer du temps dessus, puisque j'ai eu les remarques du jury et j'ai eu tout ça. Donc autant on peut en parler maintenant, on en parlera plus tard. C'est le plus important de tout celui-là, pour moi, parce qu'il rentre dans peut-être 10 montages. Donc incroyable. Et puis voilà, je l'ai fait, ça m'a apporté une bonne note. Une collègue l'avait fait avant moi, ça lui a apporté une bonne note. Donc ça vraiment, celui-ci très important. On en parlera un peu après. Alors Cannizzaro complet. Alors qu'est-ce que c'est ça? Donc vous allez avoir plusieurs synthèses, voilà, qui seront importantes. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas de petites manipulations dans une synthèse. Et comme le but c'est de vous évaluer sur la manipulation, les synthèses c'est important. Il y en a quelques-unes à savoir faire. Alors moi ce que je vous conseille c'est de les faire avant, parce que faire un Cannizzaro comme ça sans jamais l'avoir fait, c'est un peu risqué quand même. Je ne vais pas forcément tout expliquer parce qu'il y a tout qui est en détail dans les bouquins de chimie. Mais celui-ci, la particularité du Cannizzaro, c'est que vous avez un aldéhyde qui va jouer à la fois le rôle d'oxydant et à la fois le rôle de réducteur. Donc il va réagir sur lui-même. Donc on appelle ça une dismutation. Et donc la dismutation d'un aldéhyde, c'est un classique. On le retrouve dans beaucoup de montages aussi. Donc je pense que c'est important de savoir le faire. Essayez de le tester si vous pouvez quand même avant, hein. Voilà. Après, il faut savoir faire toutes ces techniques, hein. Donc l'extraction liquide-liquide, ça, c'est vu même au lycée. Les filtrations aussi. Purification, recristallisation, il faut savoir les faire aussi. Les séchages, évaporation à pression réduite aussi, etc. Toutes ces choses-là, c'est important. Et pourquoi c'est important? Alors attention, donc le Cannizzaro, on va insister du coup sur la partie séparation, hein. Donc ça, c'est toutes les techniques de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 techniques de séparation. C'est quand même hyper intéressant. Et donc ici, l'intérêt du Dean Stark, hein, c'est qu'on sépare l'eau, hein. Voilà, on sépare l'eau, l'eau qui est un des produits, et du coup, on va pouvoir poursuivre une transformation qui est normalement équilibrée et qui devient du coup enfin, on arrive à un rendement quasiment de 1 parce qu'on élimine de l'eau au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, c'était le premier. Numéro 2, liaison-interaction. Donc pareil, ça c'est juste la carte mentale pour vous remettre les idées au clair. Alors, ce petit exercice, on le retrouve 2 fois, je crois. Mais moi, je l'ai utilisé... Enfin, je l'ai utilisé en plus. Ça a été une de mes questions de mon oral. Voilà. Parce que j'ai parlé du pycnomètre. Je sais pas où c'est écrit. Voilà. J'ai parlé du pycnomètre à mon oral. Alors, à partir du moment où j'ai dit ce gros mot là, ils m'ont posé des questions dessus. Donc, il a fallu que j'explique un peu le principe. Donc, ça peut être utile plusieurs fois, même si mon montage n'avait rien à voir avec ça. J'en avais parlé. Donc, interaction dans les solides. Donc ça, c'est des petites mesures. Donc un solide moléculaire, un solide ionique, on mesure conductivité nulle pour l'un, conductivité pour l'autre. Ok, bon, c'est petite manie pour se lancer, hein, c'est une sorte d'intro.
Et ensuite, donc un travail autour du paramètre de maille. Donc le but c'est de retrouver le paramètre de maille du cuivre, qui est cubique face centrée. Donc l'intérêt c'est de trouver la masse volumique avec une grande précision. Donc la masse c'est facile, on prend des morceaux de cuivre, des billes de cuivre. Le volume c'est plus compliqué. Alors la technique pour mesurer un volume, c'est soit la fiole jaugée, soit au pycnomètre. Donc c'est quoi l'intérêt? Ça fonctionne comment? Donc on prend une fiole, on la remplit de petites billes, mais évidemment on ne peut pas remplir en entier. Donc on va peser le tout avec donc le récipient plus les billes. Et ensuite on ajoute de l'eau jusqu'au trait de jauge. Et du coup on va mesurer la différence, on va repeser après, et on va mesurer la différence de masse avant de mettre l'eau et après mettre l'eau. Et du coup, cette différence de masse, c'est la masse d'eau et donc le volume d'eau. Et donc, si on fait le volume de la fiole moins le volume d'eau, on retrouve le volume des billes. On peut faire la même expérience avec un pycnomètre. Alors je vous laisse regarder un peu ce que c'est. C'est un petit peu le même principe que la fiole jaugée, mais c'est plus précis. Voilà. Et justement, comme on m'avait demandé comment mesurer plus précisément un volume, et j'avais dit pycnomètre, et du coup il m'avait posé des questions dessus. Et à partir de ça, un petit calcul. Donc on a un petit travail autour de la maille, la population, la masse d'une maille, le volume d'une maille, etc. Et on retrouve donc le paramètre de maille là-dedans grâce à ce petit calcul. Voilà. De la même façon, un petit travail autour de l'incertitude. Donc on a normalement un petit... Voilà, de la même façon que tout à l'heure, on retrouve le paramètre de maille autour de 360 picomètres. Et on le compare au réel qui était de 360. Voilà. Donc la valeur théorique 360 et nous on trouve 361 avec cette méthode, ce qui est plutôt bon. Hein. Voilà. Je vous laisse regarder un petit peu. En fait c'est exactement le montage que le même programme que tout à l'heure. La seule différence c'est qu'on n'a pas les mêmes données et du coup ce qui est difficile des fois c'est d'estimer l'écart comme ça ici. Ça c'est un peu difficile. D'ailleurs, moi, le jour de mon passage, je l'avais mal estimé. Enfin, ils ont trouvé que je l'avais mal estimé. Du coup, j'avais réadapté cette valeur devant eux et j'avais refait le calcul derrière. Voilà. Donc, on a nos résultats ici. Alors on travaille sur la liaison hydrogène avec l'interaction inter- et intramoléculaire. Donc, l'acide maléique fumarique, ça c'est intéressant. Il ne se comporte pas de la même façon. Du coup, on n'aura pas les mêmes résultats. Et c'est lié aux liaisons hydrogène. Est-ce que j'ai quelque chose? Voilà. Donc ça, c'est le titrage. Je zoome un peu. Voilà. Là aussi, on peut parler du titrage. Là, on voit qu'il y a une grosse différence entre les deux. C'est que l'acide fumarique, quand je vais le doser, il n'y en a qu'un seul saut de pH. Alors que l'acide maléique, on en a deux. Donc on va travailler autour de ça. Donc voilà, détermination des pKa. Et ici, ben voilà, on y est. On en est déjà au montage 2 et on a déjà la deuxième fois la stérification. Voilà. Liaison, parce qu'en fait on casse des liaisons en forme de liaison. Donc dès qu'on peut le caler, on le cale. Comme je vous ai dit, c'est... Ce qu'il faut vous dire, c'est que les candidats sont souvent frileux de chimie organique. Et à partir du moment où vous proposez de la chimie organique, bah, automatiquement le jury est content. Voilà, ça il faut vous dire que moi, dans les conseils qu'on m'a donné, on m'a dit si tu peux mettre de l'orga, mets de l'orga. Voilà. Et si, ça, c'est une expérience niveau lycée, hein, donc c'est même pas compliqué hein, en soi. Hein. Alors, ce qui est compliqué, c'est, comme on verra tout à l'heure, c'est les questions autour des mélanges binaires et tout ça. Là, oui, c'est un peu compliqué, mais tout le reste, au niveau expérimental, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Voilà, donc une deuxième fois qu'on le voit déjà en deux coups. Numéro 3, caractérisation et analyse chimique. Voilà, là, il y a mon deuxième préféré qui est là. Alors, celui-ci. Analyse chimique quantitative, solubilité d'un gaz par titrage. Alors, titrage par la méthode Winkler,
ça, il est un petit peu comme la stérification, il va rentrer énormément. Alors celui-ci, je l'adore. C'est pas si dur que ça à mettre en place, c'est un peu technique, et justement, on va voir pourquoi. Et ça, dans la partie exposé, je l'utilisais beaucoup aussi, hein. Donc ceux qui ont déjà vu la vidéo sur les exposés, très souvent utile. Donc l'intérêt c'est quoi? Alors là j'ai un petit peu les détails. Donc l'intérêt c'est quoi? D'abord on va... Alors le but c'est de trouver la concentration de dioxygène dans de l'eau. Donc on va prendre... on va rajouter des ions manganèse. On va passer... On va mettre... on va baisser le pH. Et du coup on va avoir un travail sur le diagramme potentiel pH. Donc on va faire un passage ici. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le manganèse qui était ici sous forme d'hydroxyde, on voit qu'il n'a pas le même domaine de prédominance, enfin comment dire, la zone de dioxygène est dissociée de cette zone, donc ils vont forcément réagir l'un avec l'autre. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir avec le dioxygène. Ensuite, donc ça c'est la deuxième étape. Une fois qu'il a réagi, ben, du coup, lui il va se transformer en MnOH 3 fois. Hydroxyde, pas le même hydroxyde. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en milieu acide, et qu'est-ce qui va se passer? Cet hydroxyde, il va redevenir sous forme d'ion, et donc on va reformer, mais cette fois-ci Mn3+. Donc on a un degré d'oxydation différent du point de départ, hein. Et ensuite, on va mettre des ions iodures qui vont réagir avec ces Mn3+, pour former I2. Et à la fin, on va doser I2. Alors vous voyez le nombre d'étapes qu'il y a là, c'est énorme, hein. Il y a plein de choses à faire. Mais à la fin, on a un calcul qui n'est pas si compliqué parce qu'on va doser I2. Et en fait, pour retrouver la concentration O2, ça va être tout simplement le volume équivalent fois la concentration d'S2 O3 de moins sur 4 fois V0, qui était le volume de, je sais plus quoi, j'ai oublié. Il faut revoir un petit peu ce que c'est. En tout cas, on n'a pas quelque chose de très compliqué. Mais il y a plein d'étapes. Et il faut tout expliquer. Et il y a plein d'étapes de manipulation. Donc super TP. On peut également faire, comme tout à l'heure, un petit Python Z-score. Et j'ai rajouté aussi, alors ce TP, je l'avais préparé avec un collègue, David. Et lui, il m'a dit, ah, on peut faire un truc super, on peut calculer des constantes d'équilibre aussi. Donc il y a un petit travail sur constante d'équilibre qu'on peut faire, que je vais vous montrer, c'était son travail à lui. Et on peut aussi faire à la main les incertitudes. Donc c'est bien de savoir les faire avec Python, mais c'est bien de savoir les faire à la main. Donc je vous montre rapidement ce qu'il m'avait proposé. Donc en fait, il voulait calculer la constante d'équilibre de la première et de la dernière étape. Voilà. Et hop, voilà les calculs. Je vous laisserai analyser tout ça tranquillement. On trouvait ça. Donc lui, il n'avait pas les mêmes concentrations que moi, donc il n'a pas eu le même volume équivalent, peu importe. Mais, hop, donc il avait réussi à obtenir une concentration un peu différente de la mienne. Et au final, ce qui était intéressant, c'est que on peut faire aussi un calcul à la main d'incertitude. On avait les mêmes valeurs, hein. Alors pour son incertitude, lui, il avait à peu près 2 fois 10-5 avec sa méthode. Et moi, j'avais 2 fois 10-5, vous voyez. On retrouve la même chose. Donc, c'est intéressant de savoir qu'il y a plusieurs méthodes. Alors, à quel moment il faut faire à la main, à quel moment il faut faire avec Python? Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est que si vous avez 2 expériences quantitatives, c'est d'en faire une à la main et une avec un Python. Comme ça vous montre que vous savez faire les deux. Voilà. Ensuite, donc ça, j'ai passé un peu de temps à l'expliquer. Vous avez toute la théorie autour là-dedans. Tout est expliqué. Tout est expliqué là. Ça, je sais plus ce que c'est. Peut-être aussi il y a la théorie sur Winkler aussi. Je sais pas, je sais plus. Ici, des tests. Alors attention, ces vieux tests là. Alors, il y a un petit conseil que je dois vous donner. Les vieux livres comme ça,
Donc Blanchard, c'est super. Par contre, c'est des vieux manuels. Et des fois, au niveau des quantités, c'est trop grande quantité. Et souvent, ils apprécient qu'on baisse les quantités par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc en fait, une histoire de ne pas gaspiller les réactifs, c'est intéressant. Donc souvent, faites attention à adapter et baisser les quantités de chaque espèce que vous allez mettre. Des tests caractéristiques, donc des NPH, Likert Filling, donc pour retrouver des groupes, travailler autour du groupe carbonyle par exemple. Et là, regardez, hop, on retrouve Cannizzaro pour une deuxième fois. Et là, insister sur chromatographie sur couche mince et spectre infrarouge, etc. Et donc, on peut trouver aussi température de fusion. Donc, ça va être avec le où j'ai un trou, Koffler, banc Koffler, et l'indice de réfraction. Okay. Voilà, voilà. Donc, vous avez vu, on retrouve souvent les mêmes manips. Hein. Stéréoisomérie. Alors, stéréoisomérie, mais tiens, hop, on retrouve acide maléique fumarique de tout à l'heure. Ça c'est une manip. Alors, attention, il faut bien la tester avant quand même. Donc, du Blanchard, je ne sais plus si j'avais eu le temps de la tester. Tout à l'heure, je me souviens plus ce que c'est. Donc, ça, je vous laisse vous débrouiller et de regarder. C'était une isomérisation, donc c'était intéressant par rapport au TP. Il faut retester ça tranquillement pour vous. Et ici, donc pouvoir rotatoire de 2 énantiomères. Donc limonène du citron et orange, dextrogir, lévogir, etc. Dédoublement racémique, ça je vous laisse aussi analyser. C'est, ça on a déjà vu, c'est pas forcément un montage sur lequel j'aurais aimé tomber celui-ci. Un peu trop particulier. Donc il y a les manipulations, on va pas forcément retrouver partout. Donc vous avez le choix entre deux, donc bon, si vous avez le choix entre celui-là et un autre, il y a peu de chances qu'on choisisse celui-ci. Solvant. Alors, influence d'un mélange de solvants sur la cinétique. Hydrolyse du chlorure de tertiobutyle. Alors celui-là aussi, on va le retrouver quelques fois. On va le retrouver quelques fois, et c'est bien expliqué dans le MESPLED. Prouver qu'on a un ordre 1, donc la technique, c'est ce qu'on voit en terminale. On prend le logarithme népérien de la concentration. Alors d'abord, il faut retrouver comment on retrouve un lien pour retrouver la concentration, et ensuite c'est une fonction affine du temps. Voilà. Et en fonction du solvant, vous n'allez pas trouver la même constante de vitesse. Voilà, à tester aussi. Là, on retrouve Winkler. Comme je vous ai dit, ça c'est des méthodes c'est des manips qu'on retrouvera très souvent. Donc vous allez voir montage numéro 3. Et là, regardez encore Cannizzaro. Alors Cannizzaro, et donc là, on va s'intéresser à la partie surtout solvant. Donc l'influence de la polarité des solvants avec constante de partage, donc ça c'est l'extraction liquide-liquide, l'influence du pH, donc on va avoir de la précipitation quand on va baisser le pH du solvant, et l'influence de la température, et donc là la recristallisation, hein, on va pouvoir faire l'utilisation des impuretés solubles à froid et à chaud, alors que l'espèce à séparer, elle est soluble à chaud mais insoluble à froid. L'espèce à récupérer. Voilà, donc on travaille autour du solvant, mais c'est encore Cannizzaro. Dosage et titrage. Ah, on va voir un nouveau là. Lui aussi, on va le voir souvent. Donc dosage et titrage. Alors, regardez, hop. On a la solubilité d'un gaz. Winkler. Parfait. Alors celui-ci, on va le retrouver souvent aussi. Alors, dosage pH métrique d'une solution acidifiée de sulfate d'aluminium par de la soude. Alors là, c'est un titrage un peu compliqué. Alors, je ne sais pas si vous voyez la forme là. Il y a des points particuliers là, les points anguleux. Donc dès que vous allez avoir des solides qui vont intervenir,
Ça peut donner des formes un peu spéciales à vos courbes. Donc l'intérêt, c'est de retrouver après des constantes d'équilibre. Je vous laisse analyser un petit peu ça. Donc litrage d'Al3+ acidifié par de la soude et de retrouver les constantes d'équilibre associées. Voilà, donc ça c'est un petit peu toute la théorie qui est autour, je vous laisse vous débrouiller, mais en tout cas c'est un TP qui va revenir souvent. Hein. Et on a bien de belles courbes, hein. Ça c'est ce qu'on avait obtenu nous quand on avait fait notre manip. Donc là on a la dérivée pour bien voir les pics. On a bien trois pics, mais ils ont des formes, ça c'est une forme classique. Celle-ci elle est moins classique hein, quand même. Hein. Voilà. On le voit bien là quand même, c'est joli. Dosage par étalonnage d'une solution. Alors ça, clairement, c'est niveau lycée. Clairement, pas plus loin. Solubilité. On va voir des nouveaux. Alors solubilité, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que j'avais présenté. Parce qu'en fait, nous, à la prépa à Greg, on présentait des... Alors en physique, on présentait des exposés, mais en chimie, on présentait des montages. Mais en fait, on ne faisait pas les manips, on montrait que les plans. Donc ça, c'était le plan que j'avais présenté et je vais vous dire ce que j'ai gardé à la fin. Parce qu'on discutait tout le temps hein, et on gardait pas forcément tout. Donc j'avais proposé donc, solubilité, donc les séparations en chimie organique, donc Cannizzaro. Voilà, ça on l'a déjà vu tout à l'heure. Ensuite, ça c'est nouveau, donc mesure de constante thermodynamique par mesure électrique. En fait, j'en avais proposé deux et en fait, j'en ai gardé qu'une. On va en parler pourquoi après. Donc celle-ci est décrite dans le cachot, celle-ci dans 100 manip. Je vous montrerai les schémas après. Et ensuite, Winkler. Vous avez vu, hein, c'est toujours les mêmes, c'est les classiques. Donc ça, c'était un schéma que j'avais fait pour la pile, une pile de concentration. Voilà. Et donc ça, c'était les incertitudes associées. Ça, c'était la deuxième. Hop, incertitude associée. Et ça, c'était le travail sur Winkler. Alors ça, il ne faut pas 1, 2, 3. Hein, jamais vous faites ça. Hein. Mais c'était le début, on présentait des choses, donc on m'a fait des reproches, et du coup je vais vous montrer ce que j'ai gardé à la fin. C'est toujours important de pouvoir se faire critiquer ses plans. Donc j'ai gardé un Cannizzaro, ça j'ai pas touché, et j'ai gardé qu'une des deux. Voilà, j'en ai gardé qu'une des deux. Alors attention, quand vous voyez ici, en Cannizzaro il n'y aura pas d'incertitude, quand vous voyez ici, il y a deux réactions quantitatives. Donc là je dois trouver un PKS, et ici il fallait retrouver une solubilité. Donc l'intérêt c'est de ne pas faire deux fois. Hein. Donc là il y a Python Z-score et là il y a aussi Python Z-score. Évidemment vous ne faites pas deux fois, vous devez choisir soit lui, l'un ou l'autre. Voilà. Et si vous voulez faire deux fois des incertitudes, ben, il y a une fois où vous ferez à la main. Celle-ci elle est faisable à la main, je vous ai déjà montré tout à l'heure comment on faisait. Celle-ci on peut le faire avec l'ordi. Ou vous faites qu'une fois le calcul incertitude. Hein. Le but c'est pas de passer 3 heures à faire des incertitudes au tableau, ils vont pas adorer. Hein. Ça c'est un peu long à faire, ça c'est un peu long aussi. Donc à la rigueur, il y en a un, vous le faites une fois et vous expliquez que bah, vous auriez pu le faire une deuxième fois tout simplement. Donc vous choisissez l'un ou l'autre pour Python. D'ailleurs je l'ai mis je les ai mis. Hein. Donc ça c'est pour le premier. Après il faut savoir le faire hein, par soi-même. Hein. Alors peut-être que pour celui-ci, pour trouver un PKS, par contre sans faire à l'ordi, je pense pas que ce soit jouable. À la main, à mon avis, on peut pas le faire, hein, parce qu'un PKS ça va être compliqué puisqu'il va y avoir du log dedans. Donc celui-ci il est intéressant à faire à l'ordi. Celui-ci aussi du coup. Par contre celui-là il peut se faire à la main largement. Donc autant faire celui-là à l'ordi. Et là pour le coup l'utilisation de l'ordinateur est hyper important. Parce que trouver une incertitude sur un PKS à la main c'est pas possible. Donc ouais, intéressant plutôt celui-là. Voilà, si vous avez le choix, faites-le pour celui-ci. Donc ça c'était le 7. Donc 8, conductivité. Donc en intro, le principe du conductimètre, avec des plaques, etc. C'est ce qu'on montre en terminale. Et on
on montre un peu la différence de conductivité entre l'ion H+, l'ion K+, l'ion Na+, on compare. Voilà, on va trouver H+, qui est un conducteur, qui est un meilleur conducteur, etc. Voilà, ça va assez vite, c'est plutôt souvent un peu d'introduction pour lancer les choses. Ensuite, celle-ci, c'est celle qu'on a vue juste avant, mais que je n'avais pas gardée. Voilà. Et là, c'est intéressant justement de faire le Python parce que justement, on a un PKS, ça c'est hyper important. Celle-ci, on l'a déjà vu tout à l'heure, hydrolyse du chlorure de tertiobutyle. Donc c'est pareil, à revoir. Et là, un titrage conductimétrique du vinaigre. Attention, dilué 10 fois. Je ne sais plus où je l'ai pris ça. J'ai marqué attention, dilué 10 fois. Ça veut dire que c'est... ça a dû saturer, quand j'ai dû le faire, ça a dû saturer la cellule conductimétrique. Ah oui, si je pars de... Ah oui, l'acide du vinaigre, ok. Si je pars d'un vinaigre, un vinaigre c'est beaucoup trop concentré évidemment. Donc il faut d'abord diluer le vinaigre avant de faire le dosage. Ok, parfait. J'ai rien de plus, je crois pas. Non. Ça, je sais pas si je l'avais montré. Je crois que oui. Je sais plus. Donc vous l'avez là. Mélange binaire. Alors, donc mélange binaire, c'est là où on va passer le plus de temps, hein, parce qu'évidemment, c'est sur celui que je suis tombé. Donc, on va en profiter pour parler de l'estérification. On va en profiter pour voir les questions. J'ai tout noté. On nous demande de noter les questions que pose le jury pour pouvoir, comme ça, dans les formations, ils peuvent adapter leur façon de faire. Okay. Donc ça, on va passer un peu de temps. Donc d'abord, ici, mélange binaire. Donc ça, c'est ma carte mentale. J'ai commencé par un travail sur mélange entre l'eau et l'éthanol. J'ai ouvert le bon ou pas? On va ouvrir celui-là plutôt. Donc là où j'avais 18 ans. Donc une partie, un mélange binaire au éthanol en 3 parties. Et ensuite, notre fameuse estérification sur Dean Stark. Voilà, donc ça c'est les 2 choses que j'ai faites. C'était très long, hein. On va en parler après, mais j'ai eu un petit peu de, enfin, j'ai un peu de chance. Je pense que si c'était à refaire, j'aurais fait peut-être un petit peu moins long. Même si ça s'est bien mis au final. Alors, donc en intro, j'ai parlé juste de la définition d'un mélange binaire. Et après, hop, j'enchaîne. Alors, l'intérêt, c'est quoi? Donc la première chose, c'était, donc en préparation, 9 solutions de 25 ml avec des fractions molaires différentes entre alcool et eau. Voilà. Donc j'avais 0, 0,1, 0,2, etc. Et il y avait deux choses à faire, donc un calcul de masse volumique et un calcul de température d'ébullition. Donc c'est très long à faire, mais comme je vous le dis, vous pouvez vous faire aider des assistants et c'est ce que je vais vous montrer après, donc ce que j'ai pu faire. Parce que moi je l'ai fait une fois en fait et les autres fois j'aurais montré, ils savaient faire, mais ils veulent que tu leur prouves que tu sais faire et après ils te le font. Donc l'intérêt c'était de remplir ce tableau pendant la séance. Donc différentes masses volumiques et différentes températures d'ébullition. Donc ça, tout ça c'est en préparation. Et ensuite, j'ai fait un tracé de la masse volumique en fonction de ça. Et ça c'est un travail que je fais en collège. En seconde, pardon, que je fais en seconde, sauf que nous, en fait, on met directement des fractions, non pas molaires, mais avec des volumes, en fait. Tant de volume de l'un et tant de volume de l'autre, etc. Donc, le but, évidemment, donc, comme ici, il n'y a pas d'alcool, ben, c'est là où ça sera le plus dense. Là, ici, il y a de l'alcool. C'est là où c'est le moins dense. Donc, on aura une courbe décroissante. Hein. Et ensuite, on va prendre pendant, donc ça j'ai fait ça pendant que le jury était présent, j'ai pris un bécher poubelle là, qui traînait, où il y avait un mélange d'eau et d'alcool qui traînait de mes manips. Et du coup je me suis dit, bah, tiens, on va essayer de retrouver la fraction molaire de tout ça. Voilà, donc c'était ça l'idée. Je l'ai fait, et ensuite j'ai fait le Python, le fameux. Alors attention, là c'est un peu compliqué, je vais juste expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, je vous laisserai analyser ça, c'est dans le bouquin
dans les bouquins sur les mélanges binaires, c'est comment on passe d'une fraction molaire à une fraction volumique. Alors c'est un petit peu compliqué. Alors pourquoi je voulais faire ça? Parce qu'en fait, tout simplement, une boisson, moi je voulais parler des boissons en fait alcoolisées, et les boissons elles sont données en pourcentage volumique. Donc je voulais transformer. Alors donc là c'est un petit calcul. Je vous laisse regarder. Donc le calcul ça va être donc aléa x ça va être, donc ça c'est ça c'est la fraction molaire fois la masse molaire divisé par la masse volumique de l'éthanol. Le tout divisé par donc ça c'est donc fraction molaire fois masse molaire de l'éthanol sur masse volumique de l'éthanol plus 1 moins fraction donc molaire fois la masse molaire de l'eau sur eau de l'eau. Voilà. Donc ça c'était il y a des petites formules pour adapter. Donc ça c'était pour transformer fraction molaire en fraction volumique. Et le calcul, je l'avais fait au brouillon, je l'avais déjà fait avant, il faut l'avoir en tête. Si vous avez peur de ne pas vous en sortir, vous restez en fraction molaire. Mais je trouve que c'est plus sympa quand on parle de boisson, de parler comme dans une vraie boisson, quoi. Et du coup, ce qui m'avait reproché, j'avais mal estimé une incertitude. Je pense que c'est ça. Donc on avait trouvé donc, le mélange qui avait 43% volumique en alcool. Avec une incertitude quand même de 3%. Hein. C'était quand même pas rien. Voilà, donc ça c'était ma première chose. Ensuite, la courbe d'ébullition. Donc dans un montage à reflux avec Bicol, il y avait plusieurs béchers avec différentes fractions molaires d'alcool. Donc en prépa, j'ai fait toutes les manip et ensuite, devant le jury, j'en ai refait une. Il en manquait une en fait, voilà. J'ai mis la valeur de la dernière mesure. Et ensuite, on a mis sur la TIS-Pro le résultat. Alors, on a une belle courbe. Hein. Ça, c'est la courbe que j'ai eue le jour J. C'était assez magnifique quand même. C'est incroyable. Donc, on a bien une baisse auquel on s'attend. Mais là, par contre, on ne s'attendait pas à ça. Enfin, on ne s'attendait pas à ça. Ça, c'est bien mis quand même. Et donc, après, il fallait expliquer les résultats. Donc là, on a eu vraiment des résultats exceptionnels. Donc, je l'ai fait une fois. Et après, tous les autres points, c'est l'assistant labo, c'était deux femmes, hyper sympas, qui me les ont faites. Voilà. Et donc du coup, j'ai pu avoir cette belle courbe. Donc on avait déjà deux belles courbes. La première, elle était pas mal aussi. Je ne l'ai pas mise, mais elle était pas mal. Et ensuite, la distillation fractionnée. Donc, est-ce qu'on peut obtenir de l'alcool pur à partir du vin? Donc, j'ai lancé la distillation, enfin j'avais tout préparé, puis tout redémonter pour qu'en fait tout s'ajuste parfaitement et très vite au moment de refaire. Et devant le jury, en fait je remonte entièrement, je lance la distillation et on obtient justement hein, celui-ci à 0,9 en fraction molaire. Et ensuite, alors ils vous coupent des fois pour vous poser des questions. Ils m'ont expliqué direct, mais en gros, pourquoi j'ai pas été vérifier ça. Alors en fait, je leur avais expliqué, on verra dans les questions, mais je leur avais dit qu'en fait, si je n'avais pas récupéré un volume assez grand pour pouvoir faire des mesures correctes. On en parlera après. Et donc là, j'ai réussi à caler que pour aller au-delà, il fallait des techniques un petit peu plus poussées. Donc ça, c'était ma première partie. C'était quand même une belle partie. Hein. Donc 3 choses. Hein. Première partie, on a 3 choses. Et du coup, la deuxième partie sur la stérification. Donc, je vais vous montrer mon travail en préparation et j'avais fait une belle fiche. Alors, pourquoi j'avais fait... ça, c'est la question, on verra après. J'avais fait une belle fiche, mais pourquoi, du coup, j'ai fait une belle fiche c'est parce qu'en fait, ça, on le retrouve dans énormément de parties. Donc, ma fiche. Tout ça, c'est la fiche que je m'étais faite quand j'avais bossé au lycée. Parce que ça, c'est une expérience qu'on peut faire au lycée. Donc, ça, je l'ai faite dans mon lycée. Hop. Voilà, alors ça, c'est... des milliards de montages que ça tombe. Il y en a peut-être même d'autres. Je n'ai peut-être même pas tout mis. Donc les intérêts, utiliser un DIN Stark, mélange binaire. Alors là, c'est pas forcément pour mélange binaire. Hein. Donc utiliser donc, de la verrerie un peu spéciale. Mélange binaire, donc c'est un mélange particulier, puisqu'on a double solvant non miscible, c'est quand même très particulier quand même.
Donc une synthèse qui est simple, donc l'intérêt c'est que c'est facile, que ça marche tout le temps. Et que les questions, en fait, c'est un petit peu les mêmes tout le temps. Et d'ailleurs, les questions qu'on m'a posées, c'est celles un peu auxquelles je m'attendais. Voilà, c'est astucieux. Et donc, quand on élimine l'eau, ben, on va pouvoir parler après des déplacements, des équilibres, etc. Donc là, j'avais mis tout ce qu'il fallait faire et pas me tromper. Parce que quand on chauffe, des fois les gants, je mets les gants, j'enlève les gants, etc. Donc ça, j'ai fait ça dans mon lycée, tranquillement. Donc ça, c'est notre montage. Donc, on règle tout correctement. Le chauffe-ballon. Alors ça, je vais vous dire, le chauffe-ballon, on va en parler, mais c'est très 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 important parce que celui que vous allez utiliser chez vous et celui qui est à Paris, c'est pas le même, hein. Et on m'avait dit, attention, Arnaud, le chauffe-ballon, il chauffe pas bien. En plus, on règle la température, fais hyper gaffe. Lance ta manip direct, sinon tu vas te retrouver bloqué par le temps. Parce que moi, quand je l'ai fait, ça m'avait pris 10 minutes. D'ailleurs, c'était trop rapide. Donc, on règle tout. Ensuite, on enlève le chauffe-ballon, on garde uniquement le ballon vide et le DIN Stark. On met les gants, on ajoute le cyclohexane, puis le réfrigérant, on rajoute les réactifs, puis solvant, puis à l'entonnoir, hop, par ici, puis l'acide à la pipette graduée, avec l'entonnoir enlevé avant. On enlève les gants, on chauffe. Alors, voilà. J'ai chauffé un peu fort et moi, au bout de 30 minutes, j'avais déjà tout fini. Ok. À Paris, il m'a fallu 2 heures. Donc, attention, ça, il faut le faire directement. Directement. Vous lancez votre estérification dès le départ. C'est la première chose que vous faites. Vraiment, je vous le dis, hein, on m'avait prévenu, me fait attention, chauffe-ballon, ne te fais pas avoir par le temps, et j'ai bien fait. Hein. Je ne sais pas si je l'ai montré là, mais il faut bien calorifugé. Alors ici, moi, je ne l'ai pas fait. Ah, je l'ai mis ici. Là, je ne l'avais pas fait, mais il aurait fallu mettre du papier alu ici, tout le long. À Paris, j'avais mis le papier alu, mais même, ça ne suffisait pas. Je ne sais pas pourquoi, ça mettait 3000 ans. C'était insupportable. Mais comme on m'avait prévenu, du coup, c'est mieux passé. Ouais, donc c'est pour ça les conseils d'une année sur l'autre. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, écoutez bien. Hein. Moi, on m'avait dit, j'ai écouté et je ne regrette pas. Donc ensuite, toutes les techniques classiques. Donc attention, attention, quand vous allez rajouter, c'est quoi hydrogéocarbonate, ça met énormément de gaz. Donc là, hop, on fait ça avant de mettre dans l'ampoule à décanter, on le fait dans un Erlenmeyer, hyper important, sinon ça va en foutre partout. Séchage difficile, il faut mettre beaucoup de poudre, donc attention aussi. On enlève les gants et ensuite on évapore le cyclohexane avec, alors, je l'avais au lycée, moi, je sais pas si je l'avais. Il ne faut pas que je l'ai fait au lycée sur l'évaporateur rotatif. Non, on en a un, on met un vieux, il ne marche pas forcément super bien. Voilà. Donc ça, c'était c'est ma petite fiche que je m'étais faite en avance pour tester. Alors ici, j'avais obtenu 2,2 ml. C'est un peu trop, mais ça, on expliquera pourquoi tout à l'heure. Donc ça, c'était ce que j'avais prévu de faire. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est quoi? Donc en préparation, j'ai fait ma synthèse et je me suis arrêté ici. Et ça, c'est tout ce que j'ai fait en live. Donc décantation, séparation, hydrogénocarbonate, séchage au sulfate de magnésium, filtration, évaporateur rotatif, rendement. Et ça aussi, alors ça c'était le gros plus. Mais attention quand même, je vais vous dire, c'est que du coup le spectre infrarouge, je l'ai fait en live devant le jury. C'était pas... On m'avait dit, je l'ai fait... Alors, j'en parlerai un peu plus tard, mais en fait, c'est Cindy, moi, qui m'a lancé. Donc, c'est une collègue de boulot qui avait eu son agrég et m'a donné plein de conseils. Elle m'a dit, ça, je l'ai fait en live, ils ont adoré. Et donc, je me suis dit, je vais faire pareil qu'elle. Alors, c'était assez drôle parce que c'est pas dans la même pièce qu'il est, le spectre infrarouge. Donc, au moment où je l'ai voulu le faire, j'ai changé de pièce. Ils m'ont suivi. Et en fait, il y avait une personne qui était sur la machine déjà. C'était quelqu'un qui avait rien à voir avec l'agrég. Et là, il me fait, vous voulez la machine? J'avais les 3 personnes du jury derrière moi. Je fais, bah oui, là, je suis quand même en épreuve. Je la voudrais, oui, quand même. Et du coup, j'ai viré la personne qui était là et j'ai fait mon spectre hier en live. Quoi. À éviter quand même. Je vous le dis parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui a voulu le faire l'année dernière et il n'a pas pu le faire. Donc,
ce que je vous conseille, c'est de le faire en avance. Et si jamais vous pouvez le faire en live, faites-le en live. Et si vous ne pouvez pas, vous montrez vos enregistrements. Voilà, faites-le en avance. Moi, je ne l'avais pas fait. Je ne sais même pas si je l'avais fait en avance. Maintenant que j'y repense. Ah là là. Et du coup, on fait la même chose pour les réactifs et on compare le spectre des réactifs et des produits. Voilà, ça, c'était vraiment le top. En plus, on finit par ça. Donc, c'était bien. Donc, j'ai mis pile 50 minutes pour faire tout ça. Pile 50. Donc, ça s'est bien mis. Alors, qu'est-ce que j'ai le droit comme question? Donc, j'ai essayé de... Voilà, alors les difficultés. Donc, très long en prépa, ne pas perdre de temps, calculer rapidement les volumes nécessaires pour fabriquer les solutions. Donc ça, il ne faut pas perdre de temps. Remplir, peser, calculer et utiliser surtout les techniciens pour les tâches répétitives. En fait, une fois, ils font... Donc ça, il ne faut pas hésiter. Hein. Alors moi, je ne sais pas si j'avais demandé. Je crois pas que j'avais demandé, mais ils m'avaient proposé. Ouais. Et après, par contre, une fois qu'ils m'ont proposé, j'ai dit oui. Hein. Synthèse, à faire en premier, voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en premier. Difficile de doser le chauffage. Voilà, j'ai eu le problème de chauffe-ballon, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, bien calorifugé. Donc ça, je l'avais fait, donc il fallait bien le faire. Et oui, j'ai dû rajouter beaucoup de poudre, mais ça, c'était prévu, hein, parce que je vous l'avais dit dans ma première fiche, pour déshydrater. Et j'ai pas réussi à faire fonctionner le réfractomètre, c'était une vieillerie. Du coup, je crois qu'ils l'ont changé entre-temps. Parce que je l'avais signalé quand même que c'était dommage d'avoir un truc aussi vieux. Il pourrait avoir mieux. Hein. Nous, au lycée, on en a mieux que ça, je crois. Donc voilà. Donc ça, c'était les remarques. Ensuite, donc les questions que j'ai eues. Alors, est-ce que je me souviens un petit peu de tout ce qu'on m'a dit? Ah oui, alors ils ont commencé déjà à me poser des questions sur la composition du mélange à différents endroits dans la machine. Et ils me regardaient, ils faisaient des grimaces. Ils ont insisté, hein, ils voulaient savoir si j'avais bien compris, parce que je pense que j'ai dit une bêtise à un moment. Voilà, sans doute, j'ai dû dire quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, ils m'ont posé des questions autour et ils m'ont dit, mais vous voulez savoir si vous avez bien compris. Bon, avec des grimaces un peu, ça a commencé par ça, je me suis dit, wop, ça part mal. Bon. Ensuite, quel est le rendement entendu? Alors ça, voilà, ça c'est des questions quand même classiques. Hein. Pourquoi en a-t-on moins? Donc voilà, pourquoi on a un rendement qui est plus petit? Donc ça c'est des questions classiques, hein, donc les pertes, etc. Quel était le volume attendu? Alors ça, attention, il faut se préparer cette question. Donc nous, on travaille avec 0,1 mol. Donc j'aurais dit on travaille avec 0,1 mol. Donc on espère 0,1 mol d'eau. Et donc à 18 grammes par litre, ça fait 1,8. À 18 grammes par mol, ça fait 1,8 grammes et donc 1,8 millilitres. Voilà, ça ils me l'ont posé en question. Alors pourquoi j'ai obtenu un peu plus? Donc j'ai expliqué que en fait il y a une partie des réactifs qui était emportée. Hein. Donc en fait c'était pas que de l'eau, mais il y avait sans doute l'acide par exemple. Et après ils m'ont demandé d'analyser les courbes. Très simple, hein. Voilà, d'aller repérer la bande de ces doublesons haut, ce genre de choses, de niveau première. Hein. C'était des questions pas très compliquées. Donc en fait au final là-dedans, là, il n'y a rien de compliqué dans les questions ici pour l'instant. Voilà. Ici, celle-là, c'était un peu compliqué, vraiment, la première. Après, les autres, c'était quand même plutôt simple. Donc, on a retravaillé sur ma courbe avec les incertitudes. Il y a des choses qui ne leur allaient pas. Donc, j'ai modifié le Python devant eux pour que ça fonctionne mieux. J'ai dit que c'était une méthode approximative qui donnait un ordre de grandeur. Ah oui, donc parce qu'en fait, il y avait il y avait une incertitude qui était assez élevée. Donc voilà. Donc, j'ai expliqué que ce n'était pas une méthode qui était très poussée non plus. Alors on m'a dit, du coup, comment vous pouvez faire pour améliorer? Donc là, c'est là que j'ai parlé du pycnomètre, comme on disait tout à l'heure. Donc le pycnomètre qui va être mieux pour mesurer le volume. Donc dans masse volumique, souvent c'est le volume qui va poser problème. Alors là, à partir du moment où j'ai dit le mot pycnomètre, là, ils m'ont bataillé. Et comme je l'avais préparé pour un montage, je connaissais le principe. Donc j'ai tout expliqué et ils m'ont dit du coup on met du cuivre fondu du coup pour arriver à 50 ml. Alors je leur ai expliqué qu'on complétait avec de l'eau, etc. Comme j'ai expliqué dans le montage 1 ou 2, je ne sais plus lequel c'était. Voilà, donc ça c'était des questions, comme j'ai dit, quand on glisse un mot, attention. Hein. Alors tout à l'heure j'avais glissé osmose par exemple, ils auraient pu me titiller sur osmose. Alors si on dit osmose et qu'on ne maîtrise pas derrière, autant se taire quoi. Donc voilà, donc ils m'ont titillé un peu sur ce mot-là. Derrière, j'avais
tracé qu'une des deux courbes de changement d'état, mais j'avais montré l'allure de l'autre. Donc, comment avez-vous tracé la courbe de rosée? Donc, j'ai dit que je connaissais la forme, qu'on aurait pu faire l'expérience, mais que c'était beaucoup trop compliqué à faire. Voilà. Donc, ça leur a suffi. Et ensuite, on a parlé de la distillation fractionnée. Pourquoi avez-vous fait cette manipulation? C'était pour retrouver cette fraction de 90%. Et pourquoi je ne l'ai pas fait du coup la manip? Il me dit bah, attendez, à ce moment-là il fallait la faire la manip. Alors je leur ai expliqué qu'il n'y avait pas assez de volume de distillat, qu'il aurait fallu faire avec beaucoup plus. Donc ça leur allait. Je leur ai expliqué. Après on a travaillé autour de l'éthanol. Pourquoi il n'y avait pas d'éthanol à 100% dans le marché facilement, en tout cas que ça coûtait très cher. Après ils m'ont demandé comment j'avais fait du coup pour faire mes manips. Que c'était compliqué au niveau des calculs avec de l'alcool à 95%. Et là, je leur ai expliqué que dans certains cas, j'avais négligé, j'avais fait comme si c'était 100%, etc. Voilà. Donc ça, c'était mes questions. Donc il n'y a pas milliards de questions non plus. Hein. Et là-dedans, donc dans les questions difficiles, ça c'était un peu un piège. Il fallait que je fasse attention à ce que je dis d'ici. Et après, le reste, il n'y avait pas grand-chose de dur. Hein. Autant sur les leçons, sur les exposés, je trouve que les questions, elles étaient ouf. Autant là, au niveau des questions, c'était pas des questions très très dures. Voilà. Donc ça, c'était mon oral. Je voulais tomber dessus. Hein. De toute manière, je vais le dire assez souvent dans cette vidéo, mais quand vous avez envie de tomber sur quelque chose, il faut le mettre, et qu'elle peut tomber dans un maximum de montage, évidemment. Si c'est de l'orga surtout, faites-le, préparez bien. Comme j'ai dit, ça c'est quelque chose que j'ai préparé dans mon lycée. Hein. Donc il n'y a pas besoin d'avoir du matériel de folie. Et ça paye quoi. Juste pour info, donc Cindy, donc celle qui m'a aidé beaucoup, hein, qui a eu la Gragana avant moi, elle est tombée sur un autre montage que celui-ci, mais il y avait aussi Dean Stark. Il y avait aussi Dean Stark, il y avait aussi l'estérification, elle a fait aussi, et elle a eu aussi 18. Donc en fait, vraiment, ça c'est apprécié. Et c'est pas trop dur pour de l'orga. Voilà. Et c'est le fait que ce soit pas trop dur pour l'orga, ça fait toute la différence, quoi. Donc si vous avez le choix, je vous conseille fortement de faire cette manip. En plus, je vous ai donné toutes les questions qu'on pouvait avoir. Il n'y a rien de très compliqué. Limite, c'était beaucoup plus compliqué à mettre en place la première partie. Ça, par contre, c'est bancal. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Ça s'est bien mis pour moi. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais. Là, après coup, attention quand même. Hein. Attention, attention. Il faut être prêt. Hein. Comme j'ai dit, il faut aller très très vite. Hein. 4 heures, c'est très long. Hein. C'est très court de préparation. Hein. Il m'a fallu les 4 heures, il me les fallait. Hein. Autant pour l'exposer, je trouve que en 4 heures, on peut faire plein de choses. Autant là, 4 heures, c'est... Puis il ne faut pas paniquer là, dès que ça ne marche pas. Voilà. Donc ça, c'était forcément mon petit coup de cœur. Hein. C'est les moments forts hein, qu'on n'oubliera pas. Hein. Voilà. Ici, c'était le Python, mais je vous l'ai montré, je crois déjà. Je vous remontre au cas où. Je ne me souviens plus si je l'ai montré. Tac, et qui donne directement la fraction volumique. Extraordinaire, quoi. Ça donne direct. Si on change les paramètres ici, ça change la valeur. Hein. Si je mets un 1 ici, par exemple, hop. Il faut bien estimer ici. Hein. Vous voyez, là, il n'y a plus qu'un % d'erreur. Hein. Attention. Et si j'avais mis un 3... du coup, ça change tout. Hein. Donc là, il faut vraiment estimer ça, c'est assez compliqué. On me l'a reproché, donc je ne l'avais pas très bien fait. Donc essayez de bien réfléchir à ça. Proportion et stoichiométrie. Alors ça c'est niveau... ça c'est ATI Terminal SP, hein. Ça c'est niveau lycée. On rajoute juste un peu d'informatique. Rien d'extraordinaire. Donc stoichiométrie, donc là ce qui est intéressant, c'est dismutation de l'eau, donc on va avoir plus de dihydrogène que d'oxygène. Voilà. Ici,
Donc celui-ci, on l'a déjà vu aussi. Le dosage de l'aluminium. Donc je ne vais pas revenir dessus. Donc la stéchiométrie a son importance. Alors ça, c'est une autre synthèse. Proportion de réactifs lors d'une synthèse. Donc là où la proportion était importante. Je ne l'ai plus en tête celle-ci, donc je vous laisse vous débrouiller. Mais là, il devait y avoir une histoire de proportion de réactifs. Je ne sais plus pourquoi. Il faut essayer de voir. Alors ça, moi j'aime assez peu les synthèses qui ne vont pas être faites plusieurs fois. Hein, parce que comme je vous ai dit, je vous conseille quand même les synthèses de les avoir testées toutes. Celles que vous présentez. Voilà. Donc, si vous trouvez mieux que ça, mais j'essaie de mettre un peu d'orga tout le temps. Hein. Si vous pouvez, mettez un peu d'orga. Je vous l'ai déjà dit, ça, c'est important. 11, équilibre. pH d'une solution. Ah oui. Ça, c'est ce qu'on fait en terminale spécialité. Donc, on prend deux solutions d'acide à la même concentration, 10,2 mol par litre. On va avoir un pH 2 ici, et là, on aura un pH supérieur à 2, et donc on va essayer de comprendre pourquoi. Équilibre chimique. Alors, celle-ci, on l'a déjà vue. Donc, détermination d'une constante d'équilibre. Donc, on va travailler sur ça. Vous voyez, hein, celui-ci aussi revient tout le temps. Donc, celui-ci, il faut le maîtriser. Encore un qu'il faut bien maîtriser. Donc là, on l'a vu un peu en détail dans la manip 6. Alors, celle-ci, on va la revoir quelques fois quand même. On va la voir quelques fois, le pK du BBT. Avec justement... c'est intéressant, il faut que vous regardiez un peu ça. Je crois que j'ai quelque chose dessus. pK du BBT. Ah oui, voilà. Donc oui, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où vous avez un log, hein, les calculs à la main, c'est pas jouable. Donc là, gros intérêt, hein, à chaque fois que vous avez un pK ou quelque chose de ce genre à calculer, l'incertitude, elle est extra. Et ici, on avait... un z-score de 1 et on avait un 0,15 d'incertitude. Voilà. Celle-ci, elle est pas mal. Et on va la retrouver plusieurs fois. Je vous laisse un petit peu étudier ça. Le pK du BBT s'appelle. Et c'était dans le cachot, là, je crois qu'on avait passé du temps dessus avec ça. Mais ça avait bien marché. Je me souviens, c'était chouette. Travailler avec l'absorbance, là. C'était chouette. Ensuite, déplacement de l'équilibre. Donc, dilution d'Oswald. Donc, plus vous diluez un acide faible, plus le taux de dissolution augmente. Voilà. Donc ça, c'est aussi à tester. Et voilà, hop là, regardez qui est là. Encore une fois, toujours le même. Déplacement d'un équilibre. Donc on supprime l'eau. Et du coup, on déplace l'équilibre dans le sens direct. Ah, il est partout. Hein. Il est partout. Évolution d'un système. Donc deux types d'évolution. Donc que j'avais mis dans la leçon. Hein. Il y avait une évolution thermodynamique. Enfin, il y avait aussi l'aspect temporel. Ok, donc on va avoir l'évolution temporelle et l'évolution... est-ce qu'il y a évolution ou pas, quoi. Donc deux parties, dégradation d'un colorant. Celui-ci, on va le voir plusieurs fois. Et du Scolpitor, donc ça, c'est des... si vous ne le sentez pas, je pense qu'on peut le faire à la main. Hein. Pour cela, il faut mesurer, donc comme c'est un colorant, on va mesurer l'absorbance. On va voir si on est en ordre 1. Et ensuite, on peut faire, je pense, sur Lattice Pro, on doit pouvoir tout faire. Je vais vous montrer le code, il est là. Les résultats là. Attendez. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai recopié, mais il faut sur Eduscol, mais il faut voir s'il marchait bien, parce que je crois que je l'avais modifié pour qu'il marche mieux. Voyons voir. Il faut que vous compariez ce qu'il y a sur Eduscol, mais je crois qu'elle a été coupée. Du coup, j'avais dû refaire à la maison tranquillement. Alors, qu'avons-nous? Donc ça, c'est c'est le mien. Il ne peut pas marcher avec un grid comme ça, là. Hop, je le vois d'ici.
Alors, est-ce que ça fonctionne? Normalement, si c'est là, c'est que ça fonctionne, hein. Ouais, ça marche bien. Donc, on a 4 courbes. Donc là, on va voir quoi? On va voir l'évolution de la vitesse. Ici, l'évolution de la concentration. Ici, la vitesse en fonction de la concentration. Et ici, le log 1. Voilà, le log de la vitesse en fonction du log de la concentration. Voilà. Il faut que vous vérifiez, connectez-vous sur le head du SCOL qui était fourni. Vous vérifiez que c'est le même que le mien. Je le remonte. Mais de souvenir, on avait bataillé avec les collègues. Après, moi, j'aime bien batailler avec les Python, donc j'avais dû mettre mon nez dedans là, pour essayer ça. Par exemple, ça, à mon avis, je ne sais pas si ça y était, ça, par exemple. Ça, c'est pour enlever des valeurs dans la liste. Le problème, c'est que quand vous faites un calcul de vitesse sur Python, c'est toujours le même problème. C'est que comme il vous faut 2 points pour un calcul de vitesse, en fait, vous aurez une vitesse de moins que de valeur. Et du coup, vous avez un temps de trop et paf, ça fait que des bugs. Donc en fait, il faut enlever une valeur de temps systématiquement. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Donc si vous le sentez, si vous ne le sentez pas, surtout, ne le faites pas. Bon, le seul Python pour moi qui est indispensable, c'est les incertitudes. Le reste, c'est pas du tout indispensable. J'étais pas très content de faire ça. Même si j'aime bien faire Python, éviter si on peut. Alors, derrière. Donc ça, on a déjà vu. Et ça aussi. En fait, déplacement de l'équipe, tout simplement. C'était de la montage juste avant. Donc là, on va avoir plutôt le côté thermo là. Et là, plutôt le côté cinétique. Voilà. C'est un peu long à faire. Ça aussi, c'est un peu long. Donc du coup, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire plus, hein. Ensuite, le 13. Alors, conversion d'énergie lors d'une transformation. Alors, réaction exothermique. Donc, on travaille dans un calorimètre et on va trouver le delta RH 0. Voilà, ici aussi on peut faire un calcul d'incertitude. Je vous montre, je sais pas si je l'ai fait, je sais plus. Je l'ai fait ou pas? Je crois pas. D'ailleurs, il faut apprendre à les faire tout seul, hein. Parce que c'est toujours pareil, hein. Il y a juste une ligne à changer à chaque fois. Ah, celle-ci. Celle-ci, il faut qu'on en parle, puisqu'on va la retrouver très souvent aussi. Donc, conversion d'énergie électrique en énergie chimique. Donc ça, c'est l'électrolyse. Donc, sulfate de zinc, on va le voir souvent. Attention, évitez trop grosse tension, sinon vous n'allez pas obtenir le bon réactif, hein. Le bon produit, pardon. Si vous mettez une tension trop forte, c'est H2 qui va se former. Et ça ne va pas fonctionner. Est-ce que j'ai quelque chose pour ça? C'est le Python. Ouais, c'est mauvais ça. Attendez, je vais le relancer. Ah, c'est pas bon. Alors, ce qui est une erreur. Donc la masse expérimentale, la masse théorique. On fait une incertitude sur la masse théorique. Là, dans mes tests, j'étais pas fou, hein. Alors, est-ce que j'aurais pu faire une erreur quelque part? Ici, le temps, ok. 600 mA plus ou moins 10. Peut-être là qu'il y a un problème. C'est compliqué à stabiliser ça. Si je mets vers là, est-ce qu'on a un meilleur résultat? Ouais, c'est mieux. Donc là, ça n'a pas très bien fonctionné au niveau des résultats. Il faut essayer d'expliquer pourquoi. Après, il faut tester. Alors ça, c'était mes mesures, mais il faut faire d'autres mesures, hein. Il faut faire d'autres tests. Voilà. Faites votre manip et vous voyez si ça fonctionne mieux. Vous avez le programme, il n'y a que 2 choses à changer, hein. C'est le temps d'utilisation ici et l'intensité ici. Voilà. Et la masse expérimentale, donc ce que
ce qu'on obtient. Voilà. Alors ensuite, donc la pile Daniel. Et là, on va retrouver la résistance interne. Bon. Possibilité de changer avec complexation et précipitation. Ok. Donc ce que vous allez avoir d'un peu long, pas grand chose de très long là. Donc regardez ce qui vous plaît. S'il y a des choses qui vous plaisent pas, vous modifiez. Conversion d'énergie. Parce qu'on peut faire plein de choses. À voir. Oxydoréduction. Alors, oxydoréduction. Donc Winkler, on l'a vu. Celui-ci, on vient de le voir. Et le Canit 0. Donc vous voyez, il n'y a rien de nouveau. C'est que des choses déjà vues. À partir du moment où il y a certaines manips qui reviennent tout le temps, en fait, vous avez vu, là, c'est rien. Il n'y a rien à faire, quoi, de nouveau. Il faut juste insister sur différents points en fonction des choses de la oxydoréduction. Donc, ouais, ce qui est intéressant dans celle-ci, c'est vraiment... Je pense que vraiment bien, c'est ça, parce que là, vous faites à la fois la dismutation, qui est c'est quand même intéressant au niveau oxydoréduction, et en plus de l'orga, quoi. C'est le top, hein. C'est le top. Ensuite, dispositif électrochimique. Alors, ça c'est plutôt une forme d'intro, donc sur les électrodes. J'ai mis quelque chose. Sur les électrodes, on travaille sur les électrodes. Voilà, il faut regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Il y avait un bouquin, je ne sais plus le nom, sur toutes les techniques expérimentales qui était super bien fait. J'adorais ce bouquin de chimie. Je ne sais plus qui faisait ça. Facile à lire et tout. Où il y avait pas mal de choses sur les électrodes ou autres. Je ne sais plus le nom, dommage. Ici, donc là on l'a déjà vu aussi, électrolyte sulfate de zinc. C'est pour ça qu'il faut le retester, celui-là il revient souvent, hein. Et si ça ne fonctionne pas très bien et que vous n'avez pas un bon Z-score, bah, déjà vous ne calculez pas le Z-score, vous calculez que l'incertitude, vous arrêtez avant. Évitez de vous faire taper sur le doigt pour rien. Et surtout, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et si vous avez un problème, bah, il faut savoir l'expliquer, quoi. En soi, c'est pas trop... Moi, j'ai pas eu un très bon rendement, par exemple, le jour J, mais si on sait expliquer pourquoi, je pense pas que ça pose de problème, hein. Et là, regardez, ça on l'a fait juste avant aussi, hein. Conversion d'énergie chimique en énergie électrique. Il n'y a pas grand chose de nouveau à part la partie sur les électrodes, quoi. Métaux environnement. Alors, ça on l'a vu tout à l'heure, paramètres de maille. Donc dans le montage 2. C'est intéressant. Avec le fameux picnomètre. Ensuite, purification. On l'a vu dans le montage 1 aussi. Donc électrolyse du cuivre. Donc c'est la même chose. On a vu ça dans le montage 1. Électrode de premier type, ça c'est pareil, on l'a vu dans le montage juste avant. Mais vous allez voir, enfin, c'est la folie à la fin. Quand on va attaquer l'orga, après il y aura des différences, mais il y a certains montages qui vous donnent aucune nouvelle manipulation. Et là, Winkler, pareil. Donc là, typiquement, encore un montage où il n'y a rien de nouveau, quoi. Et ça, c'est à partir du moment où vous arrivez à avoir des manips qui rentrent dans plus. Celle-ci, vous avez vu, c'est combien de. Alors celui-ci, hein, il évoque 2 fois, mais celle-ci aussi que 2 fois. Mais par exemple, celle-là, il va un nombre de fois extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut les maîtriser, celles-ci. Parce que si vous avez le choix, parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez un tirage au sort de 2. Donc si dans un des deux, vous avez ou Winkler, que vous maîtrisez parfaitement, parce qu'il faut, ou estérification, bah, allez-y, hein, foncez. Je me demande si j'ai pas... Mon sujet bis, je me demande si c'est pas métaux environnement d'ailleurs. Et je ne l'ai pas pris parce que il n'y avait pas l'orga. Et on m'a dit, prends l'orga. Donc je crois que c'était mon deuxième. Je ne me souviens même plus lequel c'était mon deuxième. Je crois que c'était lui. Je ne l'avais pas choisi. Acidité. Donc là c'est pareil, il y a des choses qu'on va voir. Alors ça j'ai barré. J'ai barré au dernier moment dans ma chambre à Paris en attendant. Je pense que ça faisait trop. Je l'ai barré. Donc ça on l'avait vu tout à l'heure, dissociation des acides. PK du BVT on l'a vu tout à l'heure dans le montage 11.
Titrage pH métrique et conductimétrique d'un mélange d'acide. Ça, de souvenir, je l'ai mis dans un de mes exposés. J'avais trouvé super. C'était dans un exposé, donc du coup j'avais bien étudié la théorie. Mais voilà, si vous faites un titrage, mélange d'acide, c'est bien. Alors, soit il faut des diacides, en dosant 2 acides d'un coup ou une après l'autre, soit un mélange d'acide, c'est encore mieux. Moi, je pense que ça c'est pas mal à faire. Et du coup, on a pH métrique et conductimétrique. Ah oui, alors de souvenir, le pH métrique donnait 2 sauts de pH, alors que le conductimétrique avait qu'une cassure de pente. Et donc du coup, en fait, le pH métrique était mieux. Et on faisait les deux en même temps. Ouais, c'était une belle manip à tester. On l'a vu ça tout à l'heure, celle-ci. Acidité des hydrogènes en alpha d'un groupe carbonyle. On l'a vu la synthèse du dibenzylidène acétone, je crois. Il me semble qu'on l'a vu tout à l'heure. Ça c'est pareil, attention à ce genre de synthèse qui ne reviennent pas trop souvent. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de les tester, mais c'est un petit peu dangereux de le faire sans les tester avant. Les complexes. Couleur d'un complexe. Donc ça c'est une petite manip d'intro. Hein. CI2+, avec l'ammoniac, etc. À tester. Juste les couleurs des complexes. Un travail autour du fer et de l'orthophénanthroline. Et la constante, et ça on l'a déjà vu tout à l'heure. Hein. Voilà, encore l'aluminium, avec trouver une constante thermodynamique. Et ici un titrage par complexométrie, donc là c'est l'EDTA. Voilà. Un petit travail autour de l'EDTA. Ici vous pouvez mettre votre incertitude ici, ou là, comme vous voulez, un des deux. Mais j'insiste, il faut faire au moins une fois quelques incertitudes, c'est hyper important. Vous avez le droit à une impasse. Hein. Vous avez le droit à une impasse parce qu'il y avait 2 sujets au choix. Moi, l'impasse, j'ai pris polymère. Pourquoi polymère? Parce que je trouvais trop bancal. Il y avait des choses à faire, mais je trouvais trop dangereux et c'était trop. Enfin, si c'est pour mélanger deux liquides et faire du nylon 6,6, c'est quelque chose qu'on peut faire au collège, quoi. Donc l'intérêt de la manip, elle est pas dingue. Derrière, enfin, franchement, j'étais pas du tout emballé par celle-ci. Donc c'est celle-ci que j'avais mis en impasse. Donc j'ai rien. Cinétique, dégradation du couleur, on l'a déjà vu dans le montage 12. Influence de la température. Alors, H2O2 plus I- à 2 températures. Ok. Calcul d'énergie d'activation. Il faut voir ce que c'est. Je sais que nous, quand on fait travailler l'eau oxygénée, c'est pas avec I- que je le fais. Enfin, avec F3+, de souvenir. Il faut voir avec les deux températures, forcément, elle va se dégrader plus vite à haute température. À voir ce qu'il y a à faire dessus. Je me souviens plus trop. Cinétique de transfert d'électrons sur potentiel cathodique. Alors, c'est un joli nom, hein, mais justement là on va justement expliquer ce qui se passe quand on va aller changer cette tension. Et là c'est intéressant pour le coup d'aller le faire. Hein. C'est-à-dire que normalement, on fait bien attention de ne pas dépasser comment dire, cette tension là pour pas créer H2, mais vous pouvez forcer pour montrer ce qui se passe si vous ne respectez pas les choses. Donc après, il faut quand même avoir un minimum de connaissances sur les courbes d'intensité potentielle. Il faut revoir un petit peu tout ce qui va autour dans la... Là, j'ai mis le bouquin pour revoir toute la théorie, parce que si vous commencez à vous aventurer là-dedans, mais que vous avez zéro théorie, autant abandonner. Et si vous ne faites pas ça, le problème c'est que vous n'allez pas faire 2 évolutions temporelles. Il faudrait trouver autre chose. Sinon, le mieux c'est de connaître quand même.
On va devoir. Catalyse. Donc la catalyse. Donc l'introduction, c'est ce qu'on fait au lycée. Hein. Donc on met de l'eau oxygénée avec soit du Fe3+, soit du platine, du jus de radis. On avait fait avec un bout de viande aussi. Ok, petite manip au niveau terminal. Ensuite, oxydation. Si vous voulez faire un truc plus spectaculaire, il y a le... Je vous le conseille pas. Mais quand on met avec de l'oxygène un peu concentré, avec un peu de bulles et tout, on peut faire de la belle mousse. Ouais, je pense à éviter. Ça, ça suffit. Ensuite, derrière, oxydation du tartrate par l'eau oxygénée. Ça, c'est les changements de couleur, c'est assez intéressant. Alors, ça se fait dans un bain à 70 degrés. On fait avec et sans catalyseur. Et il y a un témoin. Témoin de solution plus catalyseur. Voilà. Montre la présence temporaire d'une espèce. Il faut revoir ce que c'est. Mais on l'avait testé, c'était joli. Ensuite, suivi cinétique, oxydation avec et sans catalyseur. Donc en fait, vous faites la même manip sans catalyseur et avec catalyseur. Comparez les résultats. Donc c'est expliqué, hein. Ça, ce livre, j'ai pas l'habitude de l'utiliser, mais là c'était dedans. Ensuite, catalyse. Alors c'est pareil, donc activation électrophile du carbone du groupe carboxyle. Donc en gros, c'est H+. Donc là, on va faire avec et sans catalyseur. Donc on va faire avec et sans H+. Et on va comparer les rendements au bout d'un certain temps. Là, ce qui est bien avec ça, c'est que pour déterminer entre guillemets le rendement, on mesure le volume d'eau, qui est très facile à faire. Donc le gros intérêt, c'est quoi? C'est de faire le classique, on va dire, avec H+, en catalyseur, et vous en faites un sans H+, et vous dites que vous l'avez fait autant de temps, quoi, 2 heures, etc., et vous allez comparer les volumes d'eau. Voilà. Mais le but, c'est de refaire lui, hein. Faut pas se leurrer, hein. Est-ce que c'est pas trop long? Non, ça va pas trop. Ça, c'est assez rapide. Donc, au final, vous avez 2 expériences un peu longues, ça suffit, pas plus. Est-ce qu'il manquerait pas quelque chose? Il n'y a pas d'incertitude là. Pas d'incertitude. C'est un peu le truc qui me chagrine. Ouais. Quand on peut, c'est mieux d'en mettre. J'avais pas trouvé quoi faire. 22. Mécanisme. Alors là, on va arriver dans l'orga pur. Donc hop, celle qu'on vient de voir juste avant. Hydrolyse du chlorure de tertiobutyle. Hop, on l'a vu tout à l'heure aussi. En début de séance. Enfin, ouais, je sais plus quand c'était. On l'a déjà vu plusieurs fois. Et voilà, aldolysation, crotonisation. Donc ça va être une synthèse qu'on a déjà vue. Hein. Déshydratation, synthèse du dibenzylidène acétone. En fait, on va la retrouver plusieurs fois celle-ci, l'aldolisation, crotonisation. Tout à l'heure, si je l'ai mise, c'est que je l'ai testée. J'ai pas de souvenir, mais je l'ai mise plusieurs fois celle-ci, donc elle doit fonctionner. En plus, il y a quand même il y a des détails. J'avais bien mis ce que je devais faire en prépa et ce que je devais faire devant le jury. Voilà. Donc ça, il faut la tester celle-ci absolument, parce qu'on l'a retrouvée quand même plusieurs fois. Tout est expliqué ici. Je vous laisse faire tout ça. J'ai oublié ce que c'était. Électrophilie, nucléophilie. Alors ça, on vient de le voir aussi. Ah bah tiens, regardez qui est là. Addition-élimination catalysée par l'électrophile H+. C'est beau. C'est un peu court peut-être. En même temps, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah, remarque, ça peut être long. Il faut prendre le temps de faire plein de choses devant eux, en fait. Il faut prendre le temps. Ce qu'il faut, c'est que, en fait, le nombre de manips en soi, c'est pas très grave. Mais il faut prendre le temps de faire devant eux.
Là, on peut rajouter plein de choses, hein. Du coup, on rajoute par exemple la mesure de l'indice de réfraction, des petites choses comme ça. On explique tout, on prend bien le temps. Attention de ne pas faire trop court, un peu limite peut-être. La synthèse, si on prend le temps, ça peut-être moyen. Les couleurs. Donc les couleurs. Alors ça, c'est petite manip qu'on a vu tout à l'heure, les couleurs des complexes. Celle-ci, on l'a vu tout à l'heure, PK du BBT, hop, à revoir aussi, ça revient. Et hop, la lonisation, crotonisation de tout à l'heure, exactement. Vous voyez, ça revient, hein, ça revient. Et là, il n'y a rien de nouveau. C'est simple, rien de nouveau, une fois de plus. Et là, du coup, on peut faire l'incertitude sur le PK. Et comme j'ai dit, une incertitude Python sur PK, c'est extraordinaire parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à la main, ou en tout cas très difficilement. Donc là, c'est nécessaire. Sur un titrage, on peut le faire à la main, donc c'est pas nécessaire. Ici, c'est nécessaire. Donc, il faut avancer, hein. Bonne manip. Alors, modification de la famille. Alors là, modification de la famille, on peut faire 1000 choses. Alors, modification de la famille, bah tiens. On va partir d'un alcool et d'un acide carboxylique et on va fabriquer un ester. Alors, on remet notre estérification. Et la dismutation, donc on part d'un aldéhyde et on transforme en alcool et acide carboxylique le canizaro. Voilà, voilà, c'est simple, hein. Voilà, double synthèse. Alors si vous faites double synthèse, il faut voilà, attention, refaites pas ce que vous avez déjà fait dans une synthèse. Il faut réfléchir à ce que vous faites devant le jury, mais que ce soit pas la même chose entre la stérification et l'autre synthèse. Donc il faut se répartir les tâches quoi, devant eux. Il y a des choses qui sont déjà faites, hop, il faut passer, hein. Donc c'est ça, voilà, l'erreur à pas faire, c'est là par exemple je vois une CCM ici, ben là il n'y a pas de CCM par exemple, donc ça c'est bien. Donc devant le jury c'est écrit la recristallisation de l'autre moitié, voilà, de l'autre moitié. Parce qu'en fait il y a une partie du coup qu'on va utiliser telle quelle pour la fin. Intéressant. Ensuite, 26, modification de la chaîne. Donc là on va avoir deux parties. La partie on casse les chaînes et on forme les chaînes. Donc pour casser la chaîne, on va avoir la combustion de la paraffine. Voilà. L'intérêt, c'est qu'on peut mesurer la masse de la bougie avant et après expérience. Ensuite, on peut trouver des constantes. Tout expliqué ici. Et aldéhydation, contination. Donc, on va former une liaison CC. C'est l'intérêt de cette manip. Et là, on retrouve encore la même manip. Donc, vous voyez, celle-ci revient très souvent aussi, hein, donc à maîtriser également. Donc, d'ailleurs, en orga, estérification, la Cannizzaro et celle-ci, c'est les trois qui reviennent très souvent. Donc, il faut savoir faire les trois. Il faut avoir le temps de les tester les trois. L'avantage de la stérification, c'est qu'elle est testable au lycée. Le problème, c'est que la Cannizzaro et celle-ci, je ne sais pas. C'est peut-être pas si évident. À voir. En tout cas, moi, je les avais testables en prépa, celle-ci. Alors que l'autre, je l'avais faite au lycée. Stratégie de synthèse. Ça, on l'a déjà vu aussi. Donc, ça va être un travail sur la catalyse ici. Donc, cinétique, choix d'électrode. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur les courbes d'intensité potentielle. Donc en fonction du choix de l'électrode, on va faire telle ou telle transformation. Donc ça c'est la stratégie. Et là, le Dean Stark évidemment. Estérification, donc le Dean Stark qui va augmenter le rendement. Donc on va avoir donc le but de stratégie de synthèse, donc la catalyse, le choix de l'électrode et ici il y a catalyse aussi, remarque, hein, mais alors catalyse elle est un peu tout le temps, mais et ici on va avoir en plus Dean Stark. Je pense que c'est pas mal. Donc celle-ci finalement là, on la revoit encore, hein. Mais sauf que là on va parler plutôt on va s'intéresser plutôt à ça. Celle-ci revient régulièrement aussi. Voilà. Et spectroscopie.
Donc UV visible, ça on n'a pas vu. Ça c'est une intro. Ça c'est ce qu'on fait en première, je crois. Je sais plus. Donc on va prendre une cuve donc violette, et on fait passer de la lumière avec un réseau et on va voir qu'il manque une partie de la lumière qui va être absorbée. Dosage par étalonnage, ça c'est pareil, c'est un niveau assez faible autour de l'absorbance, donc c'est niveau première. Et dégradation du bleu brillant, on l'a vu tout à l'heure aussi dans le montage 12, avec un suivi cinétique. Donc on mesure l'absorbance. Voilà, donc ça va être dosage par étalonnage d'absorbance, dosage par étalonnage, de suivi cinétique par absorbance aussi. Et là, l'estérification. Pourquoi? Parce qu'on va faire l'IR. Donc on va vérifier contrôle qualité d'un produit de réaction. Contrôle qualité, donc spectre infrarouge. Voilà. Et donc le but c'est de quand même de passer le plus de temps possible sur spectre infrarouge. Hein. Voilà. Donc on a le spectre infrarouge, on commence. Hein. On a le spectre infrarouge des réactifs. Voilà. Regardez, on a les deux spectres infrarouges. Maintenant, on va faire une synthèse et on va faire un contrôle qualité avec des spectres à la fin. Est-ce qu'on a les mêmes qu'au début? Donc c'est la même chose. À chaque fois, c'est la même. Et le titre, il change toujours. Hein. Regardez. C'est-à-dire qu'on met la même manip, mais on change le titre. Faites attention au titre. C'est-à-dire que même si c'est toujours le même, j'ai toujours changé les titres hein, pour que ça s'adapte le mieux possible. La spectroscopie, là c'est contrôle qualité par spectroscopie. C'est plus intéressant. Voilà, faites attention, il faut bien choisir ses titres par contre. Et bien voilà, on est pas mal. Donc ça fait des vidéos quand même plus courtes que pour les exposer. Et en fait, il n'y a qu'une seule et unique raison. Hein. C'est que le nombre de manipulations qui reviennent, c'est incroyable. Quoi. Incroyable le nombre de manipulations. Une fois que vous avez bien travaillé, allez, 6-7 manips, la probabilité de tomber sur un sujet qui vous plaira, elle est très élevée en fait. Mais il faut maîtriser ces 6-7 manips. C'est ça Moi, je m'en suis voulu parce que je voulais tomber sur la stérification, comme vous pouvez le voir. Il y a quand même j'ai réussi à dire des bêtises, quoi. C'est quand même triste. Je veux tomber sur cette manip et j'arrive quand même à me tromper. Je sais pas ce que j'ai dit, j'ai dû dire, je sais pas, mais en tout cas, j'ai dit une bêtise. Donc, voilà. Pour les montages de physique, vous allez voir, on va pas s'amuser autant. Enfin, on va pas s'amuser autant. Ça va être plus compliqué parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des manips qui vont rentrer dans plusieurs montages puisque c'est très très différent en fait d'une manip à l'autre. Et en plus, il y a beaucoup de manips qu'on peut pas faire au lycée. Je vous cache pas que je suis tombé sur manipulation de chimie, j'étais quand même content. Hein. Mais en manipulation de physique, ça m'aurait moins fait plaisir. Mais ça sera dans une autre vidéo. Allez, à bientôt.